Bienvenue dans le podcast Migraphone. Dans ce podcast, nous explorons la diversité des migrations à partir de nos expériences migratoires. Je m'appelle Ekat et avec d'autres personnes migrantes, nous échangeons sur divers sujets en lien avec la migration. Nous rencontrons aussi des militants et des militantes, des chercheurs et des chercheuses travaillant sur la question. C'est le premier épisode de Migraphone. Dans cet épisode, nous explorons ce que la migration veut dire et comment devient-on migrant, migrante. Vous allez entendre Sylvie Mazella, sociologue spécialiste des questions migratoires, répondre à nos questions. Mais d'abord, revenons à nos propres expériences migratoires. La mienne, celle d'Anna, la personne avec qui nous avons commencé à faire ce podcast et que vous avez déjà entendu dans l'épisode 0, et celle de Sarah, notre invitée de l'épisode. Alors, par quoi tu veux commencer, Ekat ? Alors, je veux commencer par cette question que des Français non-migrants m'ont posée de nombreuses fois. C'est la question « Comment t'as décidé de venir en France ?» Je sais pas toi si on t'a déjà posé cette question, mais pour moi, je la trouvais tellement à côté de la plaque à chaque fois et qu'au début, je savais vraiment pas comment y répondre. Comment j'ai décidé de venir en France ? Alors, un jour, ou peut-être une nuit d'insomnie, une idée a traversé ma tête. Je me suis dit, il faut absolument que j'aille en France. Donc ça s'est pas passé comme ça, pas du tout. Et déjà, dans cette question, il y a ce décider qui me dérange, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas que de ma décision dedans. J'ai l'impression d'avoir été amenée à migrer plus qu'à avoir décidé cette migration. Et d'ailleurs, ça s'est pas passé à un coup, c'était tout un processus. Je fais mon sociologue, et puis il y a pas que venir en France, il y a aussi partir de mon pays d'origine. Ok. Et du coup, si pour toi cette question, comment est-ce que tu as décidé de partir en France ? Si cette question pour toi elle fait pas sens, comment, dans ce cas, à ton avis, il faudrait la poser cette question ? Comment il faudrait aborder ce sujet ? Alors, pour ça, j'ai là dans mes mains, j'ai un livre d'Abdelmalek Sayad, qui est un sociologue franco-algérien qui, par ses recherches, a révolutionné la sociologie de l'immigration. Là, j'ai son livre qui s'appelle « La double absence, des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré ». Donc, Abdelmalek Sayad, elle disait « L'immigration et l'émigration sont les deux faces indissociables d'une même réalité. Elles ne peuvent s'expliquer l'une sans l'autre. » Ce sont des premières lignes de ce livre. Et c'est vrai que ce livre, elle m'a vachement parlé. Il m'a aussi davantage permis de comprendre mon parcours migratoire. Je le trouve en fait vraiment très juste. Donc c'est pour ça, il me semblait important de poser la question de cette manière, d'une manière processuelle. Comment on est devenu migrant, migrante ? Et pas seulement qu'est-ce qu'être un migrant ou une migrante. Il me semble aussi qu'il faut aborder la question de manière globale, dans le sens où nos histoires personnelles, individuelles et nos parcours migratoires s'inscrivent dans des contextes nationaux, internationaux. Et donc si je peux encore citer Abdelmalek Sayad, je l'aime beaucoup, qu'il disait « Parler de l'immigration en tenant compte de, je cite, de l'histoire sociale des relations entre la société d'émigration et la société d'immigration, entre les émigrés, immigrés et chacune des deux sociétés, et enfin en tenant compte du discours qui est fait sur la migration. » C'est très intéressant. Petite parenthèse théorique, hein. Émigration, immigration. Non, mais je trouve pour de vrai que c'est très intéressant et très pertinent de reformuler la question de cette manière. Oui, je pense en fait c'est important de se réapproprier ces questions qui sont parce qu'il y a justement là la question du point de vue. En fait, comment cette migration est vue par les Français non migrants, comment cette question est appréhendée par les Français, comment elle nous est renvoyée. Et comment on peut se la réapproprier, cette question, et la formuler d'une manière qui nous convient. Et donc, j'ai justement cette question pour toi, Anna. Donc, comment toi, t'es devenue migrante et qu'est-ce que cela veut dire d'être migrante pour toi ? Eh ben,
Alors quand on s'est préparé, ça m'a pris un petit moment de réflexion pour savoir comment je voulais répondre à cette question parce que moi personnellement j'aime vraiment pas parler de mes origines. Je ne sais pas si je le retrouve souvent chez d'autres personnes, mais moi j'insiste sur ce point parce que beaucoup de gens, en tout cas beaucoup de Français, pour eux c'est pas évident que je n'ai pas envie de parler de mes origines. Mais pour moi, ma décision de partir, ça implique de parler de mon rapport avec mon pays d'origine, qui n'est pas joyeux, des conflits avec la famille, de la politique, de mes positionnements politiques, de l'homophobie, du sexisme de la société d'où je viens. Et ça, c'est vraiment des éléments clés explicatifs de mon parcours. Je ne peux pas les contourner quand je parle de pourquoi j'ai décidé de partir de mon pays, pourquoi j'ai décidé de venir en France. Et en fait, ce ne sont pas des sujets que j'ai envie d'aborder comme ça tous les jours. C'est douloureux. Surtout, cette question, elle vient souvent très rapidement dans la conversation. Je viens de rencontrer quelqu'un. Troisième question, après comment tu t'appelles et je sais pas encore quoi, c'est pourquoi t'as décidé de venir en France. Et j'ai pas envie d'étaler toute ma vie, c'est pas spécialement un secret, mais je trouve que c'est assez intime et j'aimerais bien qu'on comprenne que cette question, elle peut être intrusive. Je sais que moi, ça me paraît intrusif parce que justement, il y a ces éléments explicatifs que je n'ai pas forcément envie de partager tout le temps et je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Mais bon, j'ai quand même trouvé un moyen de résumer mon parcours de migration pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure, Ekat, moi non plus, c'était pas non plus un choix du jour au lendemain, ça s'est construit assez graduellement. Ça a commencé vers mes 16 ans peut-être, avec une simple envie de voir comment ça se passe ailleurs, dans d'autres pays du monde. Et les raisons de partir se sont multipliées petit à petit, surtout avec les aspects négatifs que je voyais dans ma vie et dans l'environnement dans lequel j'étais. Et aussi avec les retours positifs des gens qui ont réussi à partir. Et pas partir n'importe où, mais partir dans un pays européen. Parce que dans le contexte d'où je viens, les gens ils partent soit en Corée du Sud par exemple, soit au Japon. Ils peuvent partir en Inde, ils peuvent partir en Russie, et ils peuvent aussi partir dans un pays européen. Et moi, c'est le seul contexte qui me parlait en tout cas. Et petit à petit, en m'affirmant en tant qu'individu, en construisant mes opinions, ça devenait pour moi de plus en plus difficile de décider de rester en fait. Pour moi, c'était plus vraiment un choix. Je voyais très bien que je ne pouvais pas changer l'environnement profondément homophobe et sexiste dans lequel j'étais et que la solution qui m'apporterait de la paix et de la liberté, c'était de partir. Alors, j'ai envisagé plusieurs pays. Comme je fais pas partie des gens très riches, pas non plus très pauvres, hein, attention, petite nuance, je suis de la classe moyenne à la base. Mais quand même, j'avais pas suffisamment d'argent pour payer, par exemple, une année de scolarité en France comme ça, tranquillement. Donc mes options, c'était des pays qui donnaient des bourses. Et la France en faisait partie. Donc j'ai vraiment postulé de partout. Et en plus, la France, ça me plaisait parce qu'il y avait cette image du pays de la liberté, des droits de l'homme. Et bon, ça m'a pris plusieurs années de préparation, vraiment, au moins 5 ans, je savais ce que j'allais faire, j'avais un plan très précis, j'étudiais, c'était vraiment un travail de déconstruction de comment ça se passe, comment est-ce que nous, quand les candidates pour ces bourses, comment est-ce qu'on est évalué, sur quel point, j'ai vraiment tout déconstruit et je savais quelle case il faut que je coche pour que je sois acceptée. C'était vraiment une performance de ma part. Pas totalement fausse, hein, parce que je suis venue faire mes études dans un domaine qui me plaisait et tout, mais quand même une performance. Voilà. Et puis surtout, la découverte, pour moi, c'était que, en arrivant en France, j'ai découvert que ça ne suffisait pas. Que ici, il fallait continuer à prouver que je pouvais rester là, que je vaux le coup, entre guillemets, pour l'administration française, pour le pays, pour la nation, je sais pas pourquoi encore. Enfin bon, c'est vraiment, je trouve qu'il y a cette notion d'intégration, on va l'aborder, j'imagine un jour. Pour moi, c'est pas une notion positive, mais en tout cas, il faut prouver constamment. Et là, 6 ans après mon départ, je suis encore dans la phase, je prouve que j'ai le droit de rester ici. Voilà. Bon, ça c'était pour moi. Et est-ce que
toi, Ekat, tu voudrais me raconter comment ça s'est passé pour toi, s'il te plaît? Pour expliquer comment ça s'est passé pour moi, il faut expliquer vraiment tout le contexte, parce que pour moi, ma migration commence avec l'histoire de ma famille, avec l'histoire de mon pays d'origine. Donc je suis née en Russie au début des années 90, juste après la fin de l'Union soviétique. Et il faut savoir que c'est une époque très trouble pour la population post-soviétique, pour la population russe. Donc une très grande pauvreté qui touchait la population. Déjà que la population soviétique n'était pas riche, très modeste et pauvre aussi, mais donc là c'était encore pire. Ma famille à cette époque, elle était fortement impactée. On vivait en Sibérie, dans une grande ville sibérienne. Et donc à ce moment-là, mon père, elle perd son travail à l'université et il n'aura pas d'autre emploi jusqu'à sa mort une quinzaine d'années plus tard. Ma mère aussi, qui venait d'être diplômée en tant que pharmacienne, rien n'était plus sûr pour elle, l'avenir n'était pas assuré. Elle faisait des petits boulots, ou même des boulots, s'ils étaient qualifiés, c'était pas des boulots très stables, très sûrs, souvent au noir. En tout cas aussi, c'était ma mère qui était la seule pourvoyeuse du foyer, même avant qu'on quitte mon père. C'était aussi le moment où, pour une femme russe, seule, une des solutions pour échapper à cette pauvreté, c'était de migrer à l'étranger. Et migrer comment? Par le biais d'un mariage. Donc aller dans un pays européen, aux États-Unis, bref, un pays occidental. Et donc il faut le dire en fait que c'était vraiment un phénomène donc social, vraiment un établissement d'un véritable marché matrimonial qui s'est développé donc avec l'offre et la demande, avec des intermédiaires, des agences et des sites de rencontres. Ma mère, elle s'engage dedans pour pouvoir migrer par le mariage. Ça ne fonctionne pas, même si du coup elle essayait de le faire pendant des années, donc une dizaine d'années. Ça ne fonctionne pas. Mais j'ai été élevée depuis au moins l'âge de mes 10 ans avec cette idée qu'il faut partir de Russie, qu'il n'y a pas d'avenir ici. Et aussi, on était convaincus qu'on allait partir. Il faut quand même aussi préciser qu'en Russie, il existe tout un imaginaire concernant les pays occidentaux. Ce sont des pays, leur mode de vie, économiquement, mais aussi culturellement, sont rêvés par les Russes, par tous les post-soviétiques, peut-être même aussi. Il y a aussi une réalité quand même économique, bien sûr, qui est meilleure en Europe, mais aussi, même culturellement, il y a une hiérarchie aussi. Et aussi d'ailleurs, la France, elle occupe vraiment une place particulière dans cet imaginaire. Bref, donc j'ai été socialisée, vraiment, je préfère de dire ça, que j'ai été socialisée à la migration, comme beaucoup de Russes de ma génération. Mais aussi particulièrement, j'ai été socialisée davantage à la migration aussi par l'histoire de ma mère. La migration, à un moment, elle devient un projet de vie pour moi, indépendamment de ma mère. Pour moi, c'était la voie de la migration par les études qui était possible, puisque je viens aussi d'une famille qui était appauvrie, mais une famille qui a fait des études intellectuelles, de classe intellectuelle. Donc j'ai la possibilité de faire des études. Je rentre à l'université en Russie. En parallèle, je commence à apprendre le français très rapidement, avec acharnement, puisque je sais très bien, pour pouvoir étudier dans une université française, il faut avoir un niveau de français assez développé. Aussi, par ailleurs, cette envie de migrer est confirmée par certains éléments politiques du début des années 2010 en Russie. Je pense notamment à la loi qui interdit la dite propagande homosexuelle, ou encore la fraude aux élections, ou encore la répression du mouvement d'opposition, et donc encore le conflit, l'annexion de la Crimée, etc. Donc à la fin de ma licence, je postule dans des universités françaises pour faire un master, mais donc pour faire mes études, mais aussi pour pouvoir rester ici par la suite. Donc c'est une migration par les études, mais qui me permettrait de rester ici. Il faut dire que c'est pas aussi simple, voilà, donc c'était pas juste postuler, donc c'est toute une préparation d'un dossier pour le visa, un dossier qui est très exigeant avec des justificatifs financiers notamment. Il faut démontrer qu'on a par exemple 7 000 € sur notre compte, une somme qui est déjà très importante en France. Je vous dis pas qu'est-ce qu'elle représente comme année de travail en Russie.
Et puis le budget pour l'installation aussi. Voilà comment j'ai décidé de venir en France. Voilà, c'était comme ça, en claquant les doigts. Et comme tu disais aussi, Anna, il y a quand même se partir, mais aussi pareil comme pour toi. Donc une fois arrivé ici, l'enjeu c'est de pouvoir rester et c'est un véritable combat. Donc pareil, prouver à l'État français qu'on est valable ici, trouver des moyens économiques et sociaux pour pouvoir le faire, alors qu'on est souvent privé de certains droits. Et ça veut dire quoi pour toi être migrante ? Alors, pour moi, être migrante, c'est donc devenir dans un pays autre pour quelque chose, mais aussi partir à cause d'un certain nombre de choses. Il y a des causes de départ. C'est aussi d'être minorisé à un droit en tant qu'étrangère, donc lorsqu'on est étranger jusqu'à qu'on soit naturalisé. C'est aussi d'être renvoyé à un ailleurs alors qu'on vit ici depuis des années et que notre vie, toute notre vie, enfin pour moi c'est en tout cas le cas, est ici. C'est aussi d'être ethnicisé lorsqu'on plaque des stéréotypes sur nous. On est migrant, c'est vrai que pour moi on est migrant pas juste comme ça, mais dans le regard des autres. Et justement on l'est à cause de cette position minoritaire qu'on occupe en France. Mais aussi pour moi, me dire migrante, c'est politique, c'est justement de pouvoir pointer ces phénomènes inégalitaires. Et d'ailleurs, en fait, j'ai mis du temps à comprendre que je l'étais, que j'appartenais à ce groupe. J'ai une petite anecdote. Il y a une situation qui m'est arrivée il y a à peu près 5 ans, que j'avais mon titre de séjour étudiant, c'était à la fin de mes études, qui allait expirer. Et donc je voulais avoir une consultation juridique pour savoir comment faire pour rester légalement en France. Et donc j'ai pensé à une association dont l'objet est d'accompagner juridiquement les migrants. Mais avant d'y aller, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je suis bien concernée par les activités de cette association ? J'ai même passé un coup de fil avant d'y aller, car je me suis dit que j'étais pas quand même une réfugiée, j'étais pas une demandeuse d'asile, j'étais pas une sans-papier, j'étais plutôt une donc étudiante avec des études supérieures, avec un titre de séjour. Et donc on pouvait pas appliquer à moi ce mot migrant. Et donc c'est pas parce que en fait c'est stigmatisant, je voulais pas me mettre sur moi ce mot, mais c'est parce que ma situation me paraissait plus privilégiée par rapport à un nombre d'autres migrants. Alors que aussi, quand même, mon titre de séjour expirait dans quelques semaines et je savais que j'avais besoin, tout comme ces autres migrants, d'une aide et conseil juridique. C'est marrant parce que quand on parlait au tout début de la définition de ce que c'est d'être migrante, c'est vrai que je réfléchis en termes un peu simples peut-être, mais pour moi, être migrante, c'est galérer en fait. Si on galère pour rester, pour moi, c'est une grande composante en tout cas d'être migrante. Après, je sais que c'est pas forcément vrai parce que, notamment, j'ai écouté un épisode d'un podcast russe, je fais court, sur en fait des migrants russes au Vietnam. Et en fait, c'est des expats en fait, c'est des migrants qui sont pas du tout dans la même situation, mais qui galèrent aussi, mais d'une autre manière. Du coup, je pense que c'est quand même un peu réducteur de dire que chaque personne qui galère est forcément dans ce cas-là. Mais je trouve que c'est quand même une grande composante. Et puis aussi qu'on n'ose souvent pas demander de l'aide, comme ce que tu disais. Moi, je me rappelle que j'ai vécu 1 an, 2 ans sans mutuelle parce que ça me paraissait trop cher et que je pensais pas que la CMU c'était fait pour moi. C'est quelqu'un de l'extérieur qui m'a dit non mais il faut que tu fasses quelque chose. On connaît pas nos droits aussi. Oui, moi je pensais que c'était clairement pas pour moi quoi. Oui. Voilà. Ou parce que effectivement elles nous sont souvent refusées aussi. Oui aussi ne pas commencer un truc pour juste avoir un refus derrière. Je pense que ça aussi ça pourrait être important. Voilà. C'est vrai, mais ce que aussi tu dis par rapport à la diversité des situations des migrants, c'est vrai que c'est une question elle me travaille vraiment beaucoup, tout comme toi, et c'est pour ça on se disait c'est important aussi de discuter entre nous, mais aussi d'inviter d'autres migrants et migrantes dans notre émission, comme Sarah que vous allez écouter tout de suite.
Sarah est une amie dont je fais connaissance il y a quelques années dans un collectif militant féministe. Pour l'anecdote, alors que le collectif comptait plusieurs dizaines de personnes, on était les 2 seules personnes migrantes dans ce collectif qui était aussi par ailleurs majoritairement blanc. Avec Sarah, on s'est très vite rapprochés, notamment parce qu'on partageait une situation commune, une situation de migrante. Et depuis, on a créé un lien d'amitié très important. Sarah, est-ce que tu veux te présenter rapidement ? Oui, donc bonjour. Donc je suis Sarah, je suis de nationalité algérienne. Ça fait presque 6 ans que je suis en France et je vais bientôt avoir 30 ans. Très bien, merci. Tout de suite, je vais te poser la question qui est la thématique de notre épisode. Sarah, comment t'es devenue migrante ? Est-ce que tu peux me parler de ta vie en Algérie ? Qu'est-ce qui a fait que t'es partie de ce pays ? Qu'est-ce qui t'a fait venir en France, etc. Alors, qu'est-ce qui m'a fait partir de l'Algérie ? Je pense que j'avais envie de partir de l'Algérie depuis longtemps, depuis toute petite. C'est comme un sentiment qui est là, mais on le conscientise pas que très rarement, que plus tard dans la vie. Et je crois que les raisons, c'est un sentiment de mal-être qu'on voit pas, mais je crois que moi j'étais pas bien dans le pays, mais quand je dis dans le pays, c'est vraiment politiquement, c'est-à-dire dans les conditions politiques du pays qui m'enfermait, qui m'enchaînait, je me sentais pas assez libre et j'avais donc envie de partir, pas forcément de partir en France, donc le choix n'était pas fait, donc je me disais pas je vais partir en France, c'est en France que je vais être, mais plutôt l'idée de partir, de quitter cet enfermement. Mais pas pour autant je ne savais pas encore comment le faire, ni où aller, mais plutôt juste l'idée de m'épanouir quelque part ailleurs. Tu as parlé de quelque chose de l'ordre de politique, de l'enfermement. Est-ce que tu peux préciser de quoi il s'agit exactement ? Oui, alors, quand je dis politique, c'est-à-dire que, voilà, l'Algérie, j'aime beaucoup, c'est mon pays, j'aime beaucoup tout ce qui est culturel, la société, la famille, c'est quelque chose de très important. Sauf que voilà, les politiques qui sont là depuis quelques années font que on se sent pas libre de penser, d'agir, de plusieurs choses. Et je pense qu'étant une femme, ça rajoute aussi quelque chose dans la liberté. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas évolué, par exemple dans le code de la famille, dans la liberté individuelle, la liberté de penser aussi, de dire oui, de dire non, et donc qui ont fait que en fait j'ai commencé à me sentir vraiment enchaînée petit à petit. Et donc j'avais envie de quitter ce pays en fait. Voilà, même si je l'aime beaucoup, mais j'avais quand même envie d'aller m'épanouir ailleurs. Et donc en Algérie, comment j'étais ? J'étais une femme. Je n'étais pas très très épanouie non plus. Je l'ai été, je pense, dans certains domaines, mais pas tous. Je sais qu'il y a d'autres choses que j'ai pu découvrir ici en France parce que j'ai pu avoir la possibilité de me découvrir sur d'autres plans. Mais en Algérie, j'étais une femme, je sais pas comment dire, mais j'étais bien, j'étais heureuse, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Voilà, je sentais qu'il me manquait quelque chose, et ça, j'ai pu le découvrir ici en France. Pourquoi la France ? C'était juste parce que c'était en relation avec mes études, avec les études que je faisais. Et donc ça m'a permis de mettre des contacts et des passerelles avec la France, sachant que oui, il y a le passé aussi qui fait en sorte que il y a plein de relations entre l'Algérie et la France qui facilitent un peu l'immigration. Donc il y a aussi les conditions historiques, de langue aussi. Bon, le français en Algérie comme une langue étrangère, mais quand même, donc on a beaucoup plus de facilité avec le français que l'espagnol ou l'Italie, qui sont quand même des pays méditerranéens, mais on maîtrise pas non plus les deux, l'italien et l'espagnol. Et en fait, la France devient justement le pays d'immigration privilégié pour le nord de l'Afrique. Parce qu'il y a justement ce passé historique et parce qu'en fait, l'immigration, elle est là depuis plusieurs années aussi, donc depuis les années 50, 60 et même peut-être avant. Donc il y a toute une histoire d'immigration qui fait qu'il y a aussi des liens familiaux aussi. Quand on arrive ici, on retrouve ou bien des cousins, des cousins lointains, on retrouve quand même une société maghrébine ici quelque part. Donc on retrouve un peu des liens. Tout ça fait en sorte que souvent l'immigration qu'on choisit va se diriger vers la France. Ou le pays qu'on choisit finalement, c'est la France.
Donc tous ces paramètres-là ont fait que moi de mon côté aussi ça n'a pas été différent et j'ai rejoint un peu le mouvement migratoire. On va dire que c'est un mouvement qui fait que en fait il y a un certain nombre de critères qui facilitent l'immigration vers tel pays. Ça veut pas dire que c'est facile une fois arrivé sur place, mais c'est juste que c'est un mouvement et on le rejoint. Donc voilà, donc je suis arrivée en France et puis je ne sais pas si être migrant était une volonté consciente, c'est-à-dire je me disais pas tiens je vais émigrer. Je pense que le mot ne se pose même pas avant. Enfin le mot ne se posait même pas. Pour moi c'était un mot loin. J'entendais parler les immigrés et tout, mais j'ai jamais eu envie d'être une immigrée par exemple. Mais ça se construit petit à petit. On rentre dans cette nouvelle identité et ça fait partie de notre identité après. Quand tu disais qu'il y avait des liens avec la France, donc par exemple la langue, aussi un membre de la famille, donc par exemple toi tu parlais français avant de venir en France, tu avais des liens familiaux ici aussi? Alors oui, il y en a, mais je n'ai pas beaucoup de contacts avec eux, parce que c'est des contacts des cousins et des cousines lointaines de mes parents et de mes grands-parents aussi. Et puis j'avais aussi envie de me détacher un peu de ce lien familial. Donc j'avais aussi de me retrouver seule et d'expérimenter pas mal de choses. Comment ça se passe ta vie ici en France, ou peut-être on peut dire ta vie de migrant? Est-ce que tu as pu retrouver des choses que tu espérais de retrouver par le biais de la migration? Oui. Alors on gagne beaucoup de choses, mais on en perd aussi d'autres. Et je pense que c'est un peu le jeu de l'immigration. C'est qu'on perd ce qu'on avait en Algérie, on perd ce qu'on avait dans le pays d'origine, mais on gagne d'autres choses aussi ici. Donc c'est une question de choix après. Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit de retourner ou est-ce qu'on choisit de rester? Je ne pense pas qu'ici j'ai tout gagné. Non, je pense que j'ai perdu beaucoup de choses. Mais les choses que j'ai gagnées sont beaucoup plus importantes que celles que j'ai perdues. Et ça reste un choix tout à fait personnel. Et que voilà, chacun ses choix et ses priorités. Comment je vis l'immigration en France? Je la vis, je pense que c'est un processus, comme tu disais, c'est un processus dans le sens où en fait on prend en conscience de la migration chaque jour. Ça se construit. On se rend compte qu'on est étranger en se comparant à d'autres choses. En fait, on se rend compte qu'on est immigré en se comparant à d'autres personnes. Et c'est comme ça que l'étrangeté commence à se construire. C'est-à-dire qu'on se voit pas comme étranger au début, mais après on se rend compte en fait qu'on est souvent renvoyé à cette idée-là et on devient un peu l'étranger en France. Donc ça se construit vraiment petit à petit. Il y a plein de choses qui font cette construction-là. Est-ce que tu as des exemples de ces faits quand en fait vraiment on te catégorise en tant qu'étrangère? Oui, plein de choses. Donc ne serait-ce que le fait de détenir une carte de séjour et de savoir qu'on a une sorte de durée de validité sur le territoire français. Donc, au-delà d'un telle date, votre titre de séjour n'est pas valide, mais vous voilà. non plus. Voilà. Je pense que dans le fait aussi de construire son avenir, j'ai l'impression que je ne peux pas construire mon avenir au-delà de ma carte de séjour. J'ai du mal à le faire, j'ai du mal à me projeter au-delà parce que c'est difficile. C'est difficile, on ne sait pas ce qu'il va y avoir après. L'étrangeté aussi se construit par rapport à plein de choses, à l'accès aux droits, à l'accès au logement, au travail. Donc tout simplement, il y a des conditions qui sont faites pour les étrangers qui sont pas faites pour les autres. Donc même si on fait ses preuves, même si on travaille, on fait les mêmes choses que les autres, mais on n'aura pas les mêmes accès, les mêmes droits, les mêmes libertés parfois même au bout de plusieurs années. Donc est-ce que ces droits que on n'a pas ici, tout ce que tu dis aussi par rapport au titre de séjour, est-ce que ce sont des choses que donc tu as perdues? Oui, ça fait partie de ça, oui. La stabilité, je dirais ça. Je dirais la stabilité que j'ai perdue. Je dirais que j'ai perdu beaucoup de stabilité et que je suis tout le temps en recherche de stabilité. En train d'essayer de repousser justement cette date de validité. Que ce soit en disant oui, je veux bien avoir un titre de séjour de 2 ans, de 3 ans, de 10 ans, pourquoi pas, pour essayer justement de construire quelque chose sur le long terme. Et oui, c'est quelque chose que j'ai perdu, par exemple en Algérie, on est algérien, donc on est chez soi. Donc le chez soi, il est temporaire. On a l'impression qu'il est temporaire, qui n'est pas durable comme les autres. Ça, c'est quelque chose, oui, qui pèse lourd aussi dans l'immigration et qui peut peser aussi beaucoup qui peut aussi peser psychologiquement sur d'autres personnes. Moi, j'arrive à
à faire avec ça, mais je sais que ça me pèse l'idée de savoir que au-delà de ça, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, et je n'arrive pas à prendre des décisions au-delà. Alors que quand on est chez soi, dans son pays, qu'on a la nationalité de son pays, on fait des projets, on réfléchit pas en fait à ce critère-là. Alors que quand on est à l'étranger, on réfléchit à ce critère-là qui est un critère supplémentaire. En fait, tout l'avenir, tous nos projets sont conditionnés par ça. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on prévoit, tout ce qu'on projette est conditionné par la date en fait de péremption de notre carte de séjour. C'est la précarité de vie même, on peut dire. Voilà, c'est ça. C'est fort. Exactement, oui. Donc je pense que ce qui fait que oui, la vie ici est vraiment instable et que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça reste quand même des choix à faire. Voilà, c'est des choix à faire et parce que ce que je gagne aussi d'autres, d'un autre côté, est beaucoup plus important aussi en termes de liberté de penser, de liberté d'être, des choses que je n'avais pas là-bas, que je considère comme des choses très très importantes de mon point de vue à moi, personnel. D'accord. Et si je te dis le mot migration, comment tu pourrais le définir? À quoi ça te fait penser? Migration. La migration, j'ai l'impression que pour moi, c'est le fait de ne pas être chez soi, quelque part. Je ne sais pas, c'est le fait d'être en mouvement, d'être tout le temps à la recherche d'un nouveau chez soi. Donc c'est un voyage, c'est un parcours, c'est un chemin. C'est se rechercher, c'est essayer de se stabiliser quelque part. Parce qu'une fois qu'on a quitté notre ancrage, le premier pays, j'ai l'impression qu'on passe vraiment du temps à chercher un ailleurs où s'installer. Et ça prend du temps et ça prend des années, même des années. Et en fait, on n'est pas prévenu, en fait, quand on fait cette démarche-là de partir. Généralement, on la fait innocemment. On réfléchit pas à long terme, on réfléchit juste au lendemain, à demain, je veux partir. Mais après, on se retrouve dans ce parcours-là. Pour moi, la migration, c'est ça. C'est vraiment ce parcours de construction. C'est vraiment chercher un nouveau lieu, un nouveau chez soi qui peut vraiment durer des années et des années. Et parfois, ça peut ne pas aboutir aussi. Merci pour Merci ton à toi. récit, pour tes réponses. De rien. Merci Ikat pour cet entretien avec Sarah qui est super intéressant. Moi, il y a une chose qui me frappe en particulier, c'est qu'elle arrive de manière très très précise d'écrire un vécu très complexe. Bon, moi j'ai une chose en particulier qui m'a beaucoup frappée, c'est que avant avoir écouté cet échange entre toi et Sarah, je ne me suis jamais rendu compte que moi aussi j'avais cette incapacité de planifier mon futur au-delà de la date de mon titre de séjour. Et pour moi, c'était une découverte, mais je pense que j'avais ce sentiment depuis toujours que je suis en France. Voilà, donc ça, je trouve c'est quand même assez impressionnant de mettre le doigt dessus. Et pour toi, qu'est-ce qui était particulièrement intéressant pour toi dans cet échange? Pour cet échange, je trouvais qu'il y avait beaucoup de points de ressemblance dans nos récits, dans nos parcours, mais aussi il y a des points de divergence, notamment sur le fait qu'elle vient d'Algérie. Il y a quand même un passé, il y a les conditions historiques de sa migration. L'Algérie et la France sont liées par le passé colonial, donc aussi qui plaçait ces pays dans une hiérarchie. C'est quand même pas, c'est une différence avec mon parcours migratoire où on retrouve pas les mêmes relations, ou en tout cas, si on peut parler d'une certaine hiérarchie, elle n'est pas aussi forte. Pour éclairer davantage le sujet au-delà de nos vécus et de nos expériences, nous avons rencontré Sylvie Mazella. Bonjour Sylvie. Bonjour. Sylvie, vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS, Centre national de recherche scientifique. Vous avez un long parcours de recherche que vous avez consacré à la question des migrations, et vous avez notamment publié l'ouvrage Sociologie des migrations dans la collection Que sais-je des presses universitaires de France. Actuellement, vous dirigez un institut universitaire à Aix-Marseille qui s'intitule Société en mutation en Méditerranée. Vous êtes notre première invitée, chercheuse. On est Ravis. très, très ravis aussi. Merci d'avoir accepté. Merci de votre invitation. Moi, je voudrais commencer par vous poser une première question. Qu'est-ce que veut dire le terme migrant ?
Vaste question, mais d'abord peut-être préciser que les termes peuvent être définis différemment suivant leur emploi par le milieu de la recherche, par une organisation juridique ou simplement par des experts d'organisations internationales ou encore par des organismes de la statistique. Évidemment, les termes diffèrent suivant qu'ils soient employés par les uns ou par les autres. Et ces termes peuvent aussi être définis par les personnes elles-mêmes, auquel cas il s'agit d'être attentif aux mots, aux catégories employées par ces personnes pour se désigner elles-mêmes. Et c'est important aussi de prendre en considération ces termes aussi. Alors pour définir simplement le terme migrant et pour revenir à la question, eh bien retenons que le terme de migrant désigne les personnes qui, par choix ou par nécessité ou par contrainte, quittent leur pays pour aller vivre dans un autre pays. Et si on devait prendre le dictionnaire Larousse, qui fait référence en termes de définition, le dictionnaire nous apprend que le terme migration, migratio, en latin, date du XVIe siècle et qu'il est contemporain du premier grand mouvement de population que suscite la découverte de l'Amérique dès les années 1530-1540. Et c'est intéressant parce qu'il signifie passage d'un bout à un autre. Il est dérivé du verbe migrare, s'en aller d'un lieu, changer de résidence, sortir. Alors pour en revenir à l'usage du terme migrant aujourd'hui, je dirais qu'il est important de souligner que le terme migrant n'est pas une catégorie juridique, à la différence du terme réfugié. Réfugié désigne un statut juridique encadré par la Convention de Genève de 1951, qui définit aussi les obligations légales des États qui l'ont ratifié. Et puis en 1967, un protocole additionnel a élargi aux persécutés de l'ensemble du monde la possibilité d'être accueillis comme réfugiés. Et selon le texte de cette convention, est considérée comme réfugiée toute personne apportant la preuve qu'elle a subi ou craint de subir des persécutions dans son pays. Et je rappelle que la Convention de Genève ouvre un champ plus large que l'asile politique. Elle vise à protéger les personnes menacées de persécution du fait de leur opinion politique, mais aussi de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur appartenance à un certain groupe social. Et je rajouterais, pour en revenir au terme et l'importance de définir les termes, de la même manière, il faut distinguer le terme étranger du terme d'immigré. Le terme étranger a une valeur juridique, je dirais, fondamentale, c'est au fondement de toute nation. Le terme d'immigré, non, c'est une notion socio-politique. Il n'y a pas de texte de loi qui fait référence au terme d'immigré. On retrouve cependant ce terme d'immigré dans les statistiques, dans la recherche, dans le sens commun. Alors, pour l'Organisation des Nations Unies, est immigrée toute personne née dans un autre pays que celui où elle réside. Et selon cette définition, une personne qui acquiert la nationalité du pays d'accueil perd sa qualité d'immigré. Elle devient ressortissant du pays, elle devient un national. Mais il faut savoir que chaque pays adopte sa propre définition d'une personne immigrée. Et par exemple, la France retient la définition du Haut Conseil de l'intégration et définit immigré toute personne étrangère, née étrangère à l'étranger et résidant en France. Et cette définition, elle va être utilisée ensuite bien dans la statistique française, l'INSEE, qui fait aussi référence dans la recherche. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'à la différence de la définition de l'ONU, en France, un immigré peut en fait soit garder sa nationalité étrangère, soit prendre la nationalité française. Il a le choix, mais dans les deux cas, il reste immigré. Le caractère immigré reste permanent pour la France. On pourrait dire immigrer un jour, immigrer toujours. Voilà. Et puis, il faut bien avoir en tête, pour avoir éclairé ces statistiques, qu'il y a en France 2 sous-catégories, finalement, qui sont comptabilisées sous cette catégorie immigrés par la statistique nationale, les immigrés nationaux et les immigrés non nationaux. Voilà, donc c'est important de définir les termes parce que c'est un préalable à la compréhension du travail de catégorisation, en fait. Comme je le disais, il est important de savoir par qui ils sont définis et comment
Ces catégories sont-elles définies? C'est-à-dire comment est opéré ce travail d'identification, de regroupement des individus en catégories? Et ce travail de catégorisation, y compris scientifique, à l'appui de la statistique, eh bien, est avant tout une construction historique, une construction sociale. Et donc, ces catégories sont amenées à changer suivant les contextes nationaux et suivant les époques. Et ça, il faut le garder aussi en tête, il me semble. D'accord. Mais aussi, j'ai l'impression que ces termes, migrants, immigrés, sont quand même pas mal chargés de connotations négatives qui sont attribuées à ces termes. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, dans les représentations, bien souvent, bien le mot migrant ne désigne pas le fait brut de la mobilité. On ne s'en tient pas à cette définition de base que j'ai donnée. Il est d'emblée ce terme chargé de connotations. On peut trouver dans les discours politiques, dans les discours médiatiques et même scientifiques, eh bien, des termes très souvent qui sont accolés, qui sont voisins au terme de migrants, et qui vont déprécier la migration, voire la rendre menaçante. Les termes d'invasion, les termes de grand remplacement, de pression démographique, ou encore de sécurité, criminalité. Et puis, vous l'avez sans doute constaté aussi depuis une quinzaine d'années, assez souvent la migration est associée au vocable de la crise des migrants, la crise des réfugiés. Ces vocables, ces termes-là ont investi les discours médiatiques et politiques. Et en fait, ça donne l'impression que la question des migrations est soudaine, elle est imprévisible, elle nécessite des réunions d'urgence, une gestion de crise. Alors que l'on sait tous que ces migrations, eh bien la migration, les migrations, eh bien sont une réalité durable, qu'elles ont toujours existé et qu'elles continueront à exister. Donc, il a été quand même souligné que la crise des migrants est surtout révélatrice d'une crise de la gestion de l'asile par les États. Et s'il y a urgence, c'est bien dans la manière de penser de manière cohérente, durable, une politique d'accueil par des États concernés et surtout de rendre opérationnelle cette politique d'accueil dans la concertation internationale ou régionale avec les États concernés. D'accord. Et quels sont les grands chiffres de la migration en France? Combien y a-t-il de migrants, migrantes en France? Quels sont leurs pays de provenance? Qui sont ces personnes? Alors là, je rappelle rapidement de grands chiffres tirés de la statistique française que vous pouvez vraiment retrouver en ligne, mais c'est surtout aussi l'occasion de revenir sur certaines idées reçues. Alors, une première grande idée reçue, très répandue, consiste à croire que les populations étrangères qui vivent en France sont nombreuses. Eh bien non. En France, elles représentent moins de 8% de la population totale. Donc, vous dites étrangères ou migrantes? Oui, exactement. Étrangères ou immigrées, suivant la statistique française qui considère que parmi les personnes immigrées, il y a ceux qui n'ont pas la nationalité française. 8% de migrants qui n'ont pas la nationalité française. Exactement 7,6% de la population totale. Contre 6,5% en 1975 et 4,4% en 1946. Donc il y a une progression, mais elle n'est pas si importante que ça. Et parmi justement les 5 millions de personnes qui composent la population étrangère en France, j'en reviens à votre question, eh bien nous comptons un peu plus de 4 millions d'immigrés n'ayant pas acquis la nationalité française et un peu moins d'1 million de personnes nées en France de nationalité étrangère. Voilà, parmi la population étrangère, c'est ce décompte-là qu'il faut avoir en tête. Et en 2020, un peu moins de la moitié des étrangers qui vivent en France se sont nés en Afrique. Et si on devait donner les pays de naissance les plus fréquents en France, eh bien, il y en a 7. L'Algérie, le Maroc, le Portugal, la Tunisie, l'Italie, la Turquie et l'Espagne. Et ce lien entre la France et l'Afrique est bien entendu, évidemment, lié à l'histoire coloniale qui relie ces pays. Et j'allais dire à une histoire aussi transnationale, où les échanges, la circulation d'une rive à l'autre n'a jamais cessé d'exister. Alors, si on devait aussi revenir très brièvement sur cette histoire, je dirais que jusqu'au milieu des années 70, on voit bien que les flux d'immigration étaient majoritairement masculins, c'était essentiellement une migration économique pour répondre aux besoins de main-d'œuvre nés de la reconstruction d'après-guerre, puis de la période des 30 glorieuses.
Et l'année 1974 fait partie de ces années, de ces dates clés, disons, où là on constate que dans un contexte d'économie dégradée, eh bien un frein politique va être mis à l'immigration de travail. Et à partir de cette date va se développer une immigration familiale et une immigration d'études. Donc 74, c'est les premiers chocs pétroliers. Exactement, voilà. C'est dans ce contexte-là de crise économique pour la France aussi, hein, et on remet en question ce flux migratoire de travail. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le motif économique pour la délivrance de titres de séjour arrive en 4e position. Donc après le regroupement familial, qui est le premier motif, après le motif des études, et il faut savoir que la France fait partie des 5 pays au monde recevant le plus d'étudiants étrangers. Et aujourd'hui, c'est le Maroc et la Chine qui sont les premiers pays originaires de ces étudiants étrangers. Voilà. Et puis ensuite le motif humanitaire. Et le motif humanitaire, eh bien, c'est donc les demandes d'asile et puis la protection accordée aux demandeurs d'asile. Et là, il faut savoir que la France est bien en dessous de la moyenne de l'Union européenne en termes d'accueil de réfugiés. Elle est très loin, hein, loin des premiers pays d'accueil de ces réfugiés dans l'Union européenne, que sont la Suède, l'Allemagne, l'Autriche ou la Norvège. Elle se place suivant les années, hein, au 3e rang ou au 16e rang des pays de l'Union européenne qui accordent une protection aux demandeurs d'asile. Alors, je voudrais souligner un autre changement dans ces années 70, c'est la féminisation aussi de la migration. Et depuis le milieu des années 70, bien la part des femmes dans les flux d'immigration est croissante. Alors qu'il s'agisse d'ailleurs de regroupement familial ou non, hein, de femmes qui viennent seules. Et en 2020, donc 52% des immigrés sont des femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça va revenir à l'échelle mondiale. On va retrouver ces chiffres-là, hein, d'une féminisation de la migration à l'échelle mondiale et à l'échelle européenne. Et puis un autre chiffre qui est plus délicat, c'est celui du nombre d'étrangers en situation irrégulière. Et par définition, on ne dispose pas d'éléments chiffrés fiables sur ce nombre d'étrangers en situation irrégulière. Et en l'absence de ces données en France, eh bien, sur ces populations dites sans papier, eh bien, on utilise traditionnellement comme mesure statistique de leur présence le nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'État, qui est donc le dispositif d'accès aux soins destinés aux personnes en situation irrégulière. Et puis il y a aussi un autre chiffre, d'autres données qui sont publiées annuellement sur le nombre d'étrangers, alors eux ayant quitté le territoire français suite à des mesures d'éloignement. Alors ça, vous verrez aussi régulièrement dans la presse, ces chiffres sont donnés. Voilà pour dire très très brièvement un état de la situation migratoire en France. Donc ça, c'est pour la France. Et à l'échelle internationale, quelles sont les données concernant la migration ? Oui, alors là, ce qui est intéressant à noter, c'est que depuis quelques années déjà, depuis une dizaine d'années, il y a cette volonté d'agrégation au niveau international des données sur la migration. Alors c'est un enjeu de taille, hein, et puis les données ne sont pas tout à fait encore fiables, mais il y a des améliorations. Et il faut savoir qu'il y a 3 grands organismes qui ont cette volonté donc d'agréger, de moissonner ces données, récupérer donc les recensements dans les organismes statistiques de différents pays. C'est l'Eurostat, qui est l'Office statistique de l'Union européenne, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, et la division de la population des Nations unies qui œuvre à cela. Ça donne quand même une échelle comparative sur l'intensité de l'immigration, sur la répartition des demandes d'asile, ou encore sur la protection accordée aux réfugiés. Et puis ça permet notamment de resituer la France dans un contexte plus large. Et on retrouve effectivement dans le monde les tendances que l'on voit en France, donc féminisation, un nombre peu élevé de migrants dans le monde. Il y a dans le monde aujourd'hui 3,5% d'immigrés par rapport à la population mondiale. Autrement dit, 97% des personnes vivent dans le pays de naissance. C'est ce chiffre-là qu'il faut avoir en tête. On est proche de ça, quoi. Donc de cette réalité. Et puis il faut aussi garder peut-être en tête que le pourcentage d'étrangers varie considérablement d'un pays à l'autre. Il y a des pays qui accueillent beaucoup d'étudiants, qui sont beaucoup, qui ont un taux de population immigrée importante. Par exemple, au Qatar,
Il y a 87% d'immigrés par rapport à la population totale, dans les Émirats arabes unis, en Jordanie. Et puis il y a des pays où il y a un taux bas d'immigrés par rapport à la population totale. L'Afrique du Sud, 3,7%, la Slovaquie, le Japon, 1,7%, et puis des pays qui en accueillent moins de 1%, comme le Nigeria, la Roumanie, l'Inde, l'Indonésie. Voilà. Et parmi les pays d'émigration, on compte le Mexique, l'Inde, le Bangladesh, la Chine. Donc les pays d'où les migrants partent. Oui. Voilà. Et on constate que l'Inde donc accueille peu, mais en revanche, envoie beaucoup de ses ressortissants à l'étranger. D'accord. Et peut-être quelques chiffres au niveau européen aussi? Oui, alors au niveau européen, on peut dire déjà qu'on retrouve ce faible pourcentage d'étrangers. On estime à 5% le nombre d'immigrés ou d'étrangers vivant dans l'UE, venus de pays hors Union européenne. On compte même des pays qui ont un solde migratoire négatif à l'échelle de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il y a plus de populations qui émigrent de ce pays que de populations qui immigrent, et notamment suite à des crises économiques, comme on a pu le vivre aussi en 2010. Eh bien, on a vu que le nombre d'émigrés a dépassé celui des immigrés en Espagne, en Grèce et au Portugal. Voilà. Et puis, ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que ces dernières années, c'est l'Allemagne qui est le pays qui accueille le plus de personnes étrangères sur son sol, au niveau donc de l'Union européenne, suivi par l'Espagne, la France, l'Italie, la Pologne. On retrouve ces étrangers venus du reste de l'Europe, notamment la population turque, albanaise, ukrainienne. Et puis le deuxième groupe le plus important est originaire d'Afrique, et notamment de l'Afrique du Nord, suivi de l'Asie, en particulier l'Asie du Sud-Est, l'Inde, la Chine, et puis des Amériques. Voilà, mais je dirais pour conclure ce point-là que, comme avec les mots, il faut être prudent quant à la fabrication des chiffres. Ne pas non plus, comme le disent vraiment les démographes et les statistiques, il faut être vraiment prudent, ne pas confondre stock de population et flux de population. En matière de migration, quand la statistique traite de la migration, elle comptabilise le plus souvent des stocks de population immigrée, c'est-à-dire qu'elle comptabilise la somme de tous les étrangers ou immigrés qui sont présents dans un pays depuis plusieurs années. Et ces chiffres doivent être distingués des flux instantanés de migrants qui arrivent ou partent chaque année, et que là, la statistique a plus du mal à comptabiliser et dont le nombre est bien moindre. Et puis, rappelez aussi que à côté de ces organismes de la statistique nationale ou internationale, il y a aussi évidemment les propres enquêtes de recherche menées par des chercheurs, et ces enquêtes, elles sont quantitatives, elles sont qualitatives, aussi bien dans les pays de départ que dans les pays d'arrivée. Et ces enquêtes, bien souvent, mettent en lumière des faits qui sont peu ou pas du tout explorés jusqu'ici. C'est par exemple le cas du nombre de décès des migrants au cours de l'exil. Un chercheur, un géographe, Olivier Clochard pour le nommer, a été un des premiers, dès les années 2000, à réaliser la première carte exhaustive montrant la distribution géographique des décès de migrants aux portes de l'Europe. Et pour cela, il s'est appuyé sur un travail de collecte, notamment effectué auprès d'une ONG néerlandaise. D'autres recherches sont en cours, notamment sur l'impact de la pandémie du Covid. On voit bien qu'elle a un impact, les chiffres déjà parlent, elle provoque une baisse d'à peu près 20% des entrées d'étrangers en France au cours de l'année 2020. Maintenant, il y a des thèses en cours pour affiner, pour comprendre, parce que ça va avoir un impact durable, cette affaire, sur les migrations. C'est pas qu'une histoire d'une année ou deux. Puis actuellement, il y a aussi des recherches qui sont en cours pour vérifier finalement l'impact du changement climatique sur les migrations internationales. On sait bien que ces changements climatiques ont un impact sur les migrations de proximité, mais en revanche, sur l'international, il faut encore vérifier au travers d'enquêtes. Je vois que cette question de recherche par des chercheurs, par des scientifiques ou des organismes indépendants, elle est très importante puisqu'elle permet d'avoir des chiffres au-delà des intérêts définis par des organismes internationaux, dont des fois aussi des enjeux, c'est défendre les frontières. Exactement. C'est très important effectivement de poursuivre ces enquêtes au travers de recherches fiables et bien souvent collectives aussi au sein de la recherche. D'accord.
Il me semble aussi que le mot migration recouvre des situations très variées. Mais quand même, beaucoup de migrations sont marquées par des inégalités. Par exemple, des inégalités socio-économiques entre les pays, ou encore par l'histoire de la colonisation, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ou encore par le racisme structurel, vécu par les migrants. Qu'est-ce que vous en pensez de cette composante, on peut dire, globale et historique du phénomène migratoire? Alors, il y a plusieurs points importants dans votre question. D'abord, la diversité des situations. Vous avez raison de la souligner. Les motifs, on le voit, ils sont nombreux à migrer, qui poussent à migrer. On l'a évoqué, socio-économique, politique, climatique, éducationnel, mais aussi ethnique, religieux. Et simplement, le goût de l'aventure, de l'exploration pousse évidemment à migrer. Et puis, bien souvent, ces causes se combinent. Migrer, rappelons-le, est aussi un acte personnel lié à l'histoire biographique, affective de l'individu. C'est aussi lié à un acte collectif, volontaire ou forcé. On l'a rappelé aussi que ces migrants peuvent chercher à fuir leur pays en raison des conflits, des violations des droits de l'homme ou de catastrophes naturelles. Ils peuvent être aussi attirés par des destinations pour des raisons économiques, pour des raisons familiales, et parce qu'ils espèrent y exercer simplement leurs compétences ou développer leur aspiration. Alors, je voudrais rappeler un point important, avant d'arriver à ce point que vous aviez évoqué de discrimination et de racisme. Si les migrants partent de chez eux en quête de ressources pour améliorer leur existence et celle de leur famille, les économistes montrent bien que ces migrants constituent aussi eux-mêmes une ressource pour le développement de l'activité économique du pays qui les accueille. Et bien souvent, ils viennent occuper des secteurs délaissés par les travailleurs nationaux, ceux qui imposent particulièrement des conditions de travail difficiles ou à bas coût ou hautement flexibles, mais qui ont été, pour la petite histoire, considérés comme essentiels pour le bon fonctionnement de la société, comme on a pu le voir, partant de crise de Covid. Ce sont ces secteurs du soin à la personne, ce secteur du nettoyage, du gardiennage, de la production-distribution alimentaire, de la sécurité. On les retrouve très présents aussi dans le travail saisonnier, et aussi sont très présents dans des secteurs hautement qualifiés, dans des secteurs où il manque des spécialistes, notamment dans le secteur de l'ingénierie, des technologies nouvelles en particulier. Alors, c'est intéressant de voir aussi que ces immigrations politiques économiques se distinguent d'autres immigrations qui sont plus culturelles, on va dire, liées à l'expatriation. Effectivement, cette émigration dite, disons, plus culturelle se distingue d'une migration plutôt politico-économique. Mais il faut savoir que c'est un héritage aussi. Faire le grand tour, ça date déjà du XVIIe siècle, l'aristocratie le mettait en place. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à penser que ce sont ces élites qui ont en quelque sorte ce capital international, la capacité à voyager, à traverser les murs et les frontières. Bon, il faut savoir que les raisons de l'expatriation sont à peu près les mêmes de l'immigration. Il s'agit d'améliorer sa condition, d'améliorer ses compétences aussi. Il faut savoir aussi, et c'est important de le souligner, que ce capital international n'est pas réservé uniquement aux élites. Les recherches le montrent. Pour voyager, pour migrer, il faut avoir un certain bagage, dont ce capital international, toutes classes sociales confondues, c'est-à-dire avoir un minimum de ressources financières personnelles et avoir la capacité aussi de mobiliser un réseau familial, communautaire, amical et professionnel. Et ça, c'est vraiment très important pour soutenir le projet migratoire, j'allais dire au départ et au retour. Et pour en revenir quand même à ces questions d'asymétrie et surtout d'inégalité, on voit bien qu'au niveau géomondial, l'accès à la mobilité géographique et sociale reste quand même asymétrique. Les ressortissants des pays les plus riches ont accès à la mobilité sur presque tous les points de la planète, tandis que cette mobilité, elle est partiellement accordée, voire interdite aux ressortissants des pays pauvres. Au niveau administratif, mais aussi économique. Au niveau administratif, etc. Et oui. Et les migrations contemporaines, effectivement, posent des problèmes d'éthique. Outre les violences aux frontières, outre ces inégalités, la réalité des migrations montre qu'il y a bien une attribution inégale du droit à la circulation. Et en ce qui concerne plus précisément les inégalités et aussi les discriminations, qui sont quand même plus difficiles à mesurer, mais il existe des enquêtes très fiables qui montrent, je pense à l'enquête Trajectoire et Origine, qui est une grande enquête nationale qui est parue en 2016, eh bien, on montre bien que
ces inégalités, elles sont vérifiées. Inégalité à l'école, inégalité à l'accès à l'emploi, inégalité au logement. Alors cette enquête, elle est intéressante parce qu'elle montre bien qu'en ce qui se concerne les aspects socioculturels, c'est-à-dire la maîtrise de la langue, les relations sociales mixtes, le choix du conjoint, eh bien, qui relèvent des immigrés eux-mêmes et de leurs enfants, on voit que l'intégration fonctionne. Mais c'est l'accès aux ressources qui reste difficile à ces populations. Donc on le disait, l'accès à l'emploi, l'accès aux services administratifs, l'accès au logement, l'accès à l'école. Et parce qu'il y a des barrières à tous ces accès, et en particulier cette étude le montre, chez les fils d'immigrés et des minorités visibles, qui subissent le plus ces inégalités et qui déclarent aussi le plus ces traitements injustes et inégalitaires, notamment dans l'orientation scolaire et dans l'accès à l'emploi. D'accord. Merci pour ces réponses. Je vous remercie. Le sujet reste évidemment à explorer parce qu'il est très vaste. J'espère avoir porté quelques bases sur ces dimensions. Totalement. Et ce n'est que le début, que le premier épisode, et à partir duquel on pourra tirer tout plein de fils pour d'autres sujets à explorer dans les épisodes suivants. Je vous remercie. Je vous remercie également. Au revoir. Au revoir. Il me semblait important d'apporter un complément aux propos de Sylvie Masella concernant les discriminations subies par les émigrés et les descendants d'immigrés. En effet, l'enquête Trajectoire et Origine que notre invité a évoquée montre que, je cite, « les discriminations ethno-raciales frappent principalement les personnes d'origine maghrébine, africaine et de l'outre-mer, tandis que les émigrés et surtout les descendants d'immigrés d'origine européenne sont peu concernés. Les personnes d'origine asiatique sont également relativement épargnées, ce que nous dit l'enquête. Mais ça sera le sujet d'un épisode à part entière. Par ailleurs, vous pouvez consulter les références citées dans cet épisode dans la description du podcast. C'est la fin de cet épisode où on a essayé de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un migrant, une migrante et comment on le devient ?» Mais ces questions ne sont pas closes et on va continuer à les traiter dans d'autres épisodes portant sur d'autres thématiques. Mais aussi, on voudrait vous entendre vous. Qu'est-ce que suppose pour vous le fait d'être migrant, migrante ? Mettez vos réponses en commentaire sur notre Instagram et notre Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également laisser des étoiles et des commentaires sur iTunes ou votre plateforme d'écoute préférée. Et n'oubliez pas, si vous êtes migrant, migrante, vous pouvez participer dans ce podcast. L'écriture de l'épisode, l'enregistrement, le montage sont réalisés par Anna et Ekat, la musique par Rodrigo Leveman, les visuels par Iris Durand. Nous remercions Sarah et Sylvie Masella pour leur participation. On remercie également toutes les personnes qui nous ont conseillés et qui nous ont soutenus dans ce projet. On vous dit à bientôt dans l'épisode 2 qui sera consacré aux droits des étrangers.